C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Tidjane Thiam était-il français depuis sa naissance? C'est la question qui fait débat en Côte d'Ivoire. À 6 mois de la présidentielle, le candidat du PDCI-RDA pourrait être radié des listes électorales. La justice considère qu'il n'était pas ivoirien au moment du dépôt de sa candidature. Ses avocats tentent de prouver le contraire. La bataille juridique est lancée. Nous serons à Abidjan dans ce journal. Les catholiques de Guinée continuent à rendre hommage au pape François. Les messes se poursuivent après l'inhumation du souverain pontife samedi au Vatican. De nombreux catholiques attendent le conclave et espèrent la nomination du cardinal Robert Sarah, enfant du pays. Et puis à la fin de ce journal, on vous emmène à Dakar où se tient en ce moment la 5e édition de la Basketball Africa League, un show à l'américaine avec des prestations de célébrités africaines. La compétition attire chaque année plus de jeunes. Reportage à suivre. La bataille juridique autour de la nationalité de Tidjane Thiam est lancée. Les avocats du candidat du PDCI-RDA, dont la justice a ordonné la radiation des listes électorales à 6 mois de la présidentielle, sont au pied de guerre. Leur objectif, prouver que Tidjane Thiam a hérité de la nationalité française de son père et qu'il ne l'a pas acquise par demande de naturalisation. Un détail important qui lui permettrait de contester sa radiation. Les explications à Abidjan de Julia Guggenheim. Tidjane Thiam était-il français depuis sa naissance? Non, d'après le ministère de la Justice qui a estimé qu'il n'a pas pu en faire la preuve, évoquant des documents illisibles et des feuilles volantes, je le cite. Il a par ailleurs expliqué que le décret de naturalisation de 1987 qui concerne Tidjane Thiam est une preuve suffisante qu'il a demandé de manière active une autre nationalité. Oui, en revanche, pour les avocats de Tidjane Thiam qui rappellent qu'il a hérité de cette nationalité de son père à sa naissance, document à l'appui, le père de Tidjane Thiam était français au moment de la naissance de ce dernier. Alors la question cristallise toutes les tensions, en effet, parce que le code de la nationalité ivoirien, s'il accepte les binationaux de naissance, déchoit de la nationalité ivoirienne tous ceux qui demandent activement à avoir une autre nationalité. Les avocats de Tidjane Thiam ont également affirmé que la présidente du tribunal n'avait pas la compétence pour décider de l'exclusion de Tidjane Thiam de la liste électorale parce que seul le procureur peut statuer sur la validité d'un certificat de nationalité et ce, dans le cadre d'un contentieux sur la nationalité. Autre point sensible évoqué ce jeudi, la question de l'apatridie. En effet, l'intéressé affirmait être devenu apatride, ce qui a été réfuté par le représentant du ministère de la Justice ce matin. D'après lui, il a automatiquement recouvert sa nationalité ivoirienne à partir du moment où il a été libéré de sa nationalité française le 20 mars dernier. Le groupe pétrolier chinois opérant dans le Sahel, déjà accusé de corruption à grande échelle par la Confédération syndicale indépendante des douanes tchadiennes, est de nouveau pointé du doigt. Le groupe est cette fois accusé de mieux rémunérer les ouvriers chinois que les ouvriers tchadiens. Reportage d'Harold Girard. L'homme qui empile les briques et les vendra ensuite est un ouvrier de la CNPC, une entreprise d'État chinoise qui opère dans le secteur pétrolier et a installé des filiales dans plusieurs pays d'Afrique, dont le Tchad. Du point de vue de centaines d'employés tchadiens, la CNPC ne paie pas de salaire suffisamment élevé aux travailleurs locaux. Beaucoup sont contraints à une seconde activité. Évidemment, je n'avais pas pensé avoir une autre activité à part, parce que c'est une compagnie pétrolière. Donc quand on parle du pétrole, c'est tout le monde qui sait qu'il y a de l'argent. Donc au début, quand on était jeune, on est sorti de l'école, franchement, on s'est dit, ah là c'est bon déjà, comme c'est une compagnie pétrolière. On ne pensait même pas aujourd'hui, après 12 ans, venir se résumer à cette activité. Je ne pensais pas. Cet ouvrier gagne moins de 800 € par mois à la CNPC pour des périodes de travail qui vont jusqu'à 35 jours sans interruption, alors qu'au même poste, un expatrié chinois est payé 3 000 € minimum selon lui. Des postes qui, après 2 ans d'occupation par un travailleur étranger, doivent être cédés à un Tchadien selon la loi. Une règle non respectée par la CNPC, mais également par d'autres entreprises étrangères au Tchad. La direction de la CNPC n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Nous attendons de CNPC tout simplement le respect de la législation tchadienne. Madame la ministre, c'est vrai, elle a déjà eu à faire, nous avons remarqué son engagement, mais nous l'interpellons pour que cette convention
soit appliquée dans toutes les entreprises sectorielles du secteur pétrolier du Tchad. Du côté de l'État, on exhorte les travailleurs du secteur à la patience, particulièrement en ce qui concerne la nationalisation de postes occupés par des étrangers au-delà de 2 ans. Et donc si la société insiste à amener que des expatriés, la sanction la plus simple est de ne pas délivrer à ces expatriés la carte de séjour ou la carte de travail. Des sanctions que les travailleurs tchadiens attendent toujours, malgré des années d'abus documentés dans ce secteur essentiel de l'économie. Le pétrole représente au Tchad environ 40% des recettes de l'État. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, les violences au Soudan, les forces de soutien rapide continuent de s'attaquer aux déplacés. Un camp situé près d'Al-Fasher, la capitale assiégée du Darfour Nord, dans l'ouest du pays, a été bombardé durant 3 jours consécutifs par les paramilitaires. Le bilan fait état de 20 morts parmi les civils et 40 blessés. Cette concertation nationale pour adopter une charte des partis politiques au Mali, l'initiative des militaires au pouvoir a été boycottée par la plupart des formations politiques. Ils affirment craindre leur dissolution comme au Niger et au Burkina Faso. Et puis le Sénat français a enclenché lundi le processus de restitution définitive du tambour parleur. Ce bien culturel de 3,50 m et 430 kg réclamé par les autorités ivoiriennes avait été confisqué en 1916 par la France. Le tambour Djidji Ayokwe devrait être bientôt restitué à la Côte d'Ivoire. Les hommages au pape François se poursuivent sur le continent. Le souverain pontife a été inhumé samedi et les fidèles catholiques continuaient à se recueillir, même si à présent beaucoup attendent le conclave qui désignera le prochain pape. En Guinée, ils sont très nombreux à soutenir le cardinal Robert Sarah, enfant du pays. Écoutez. Il est bien vrai que parmi les cardinaux électeurs, il y a des Africains. Le souhait serait que chacun souhaiterait que le pape soit de son territoire, de son continent, de sa région. Mais ce qui compte, pour moi, c'est le service d'église pour lequel l'élu sera destiné afin de relever un certain nombre de défis. Le cardinal Robert Sarah, comme tous les autres cardinaux africains, est un homme de grande probité morale et intellectuellement bien assis et qui a une belle expérience spirituelle. Et je souhaiterais vraiment que le cardinal Robert Sarah soit le premier pape africain. Parce qu'il le mérite. Surtout, il incarne les valeurs de la tradition de l'Église catholique. Je souhaiterais avoir un pape africain pour la première fois. Le Sénégal accueille la conférence Sahara de la 5e édition de la Basketball Africa League, le désormais très populaire championnat de basket de la NBA sur le continent. Pendant une semaine, plusieurs équipes africaines s'affronteront au Dakar Arena dans l'espoir de décrocher un ticket pour les phases finales qui auront lieu à Pretoria en Afrique du Sud en juin prochain. Reportage d'Eli Mandao. Ambiance basketball à l'extérieur de la Dakar Arena, le moderne palais omnisport de la capitale. C'est exceptionnel. De plus en plus, tu vois, les Sénégalais ils commencent à aimer le basket et ils commencent à suivre le basket carrément, quoi. Pour l'ouverture de la conférence Sahara, qui réunit 4 équipes africaines de la balle, la Dakar Arena est le lieu de rendez-vous des jeunes férus de la balle orange et de la culture urbaine. Avant le début de chaque match, on passe vraiment du beau temps ici. C'est un rendez-vous annuel que je ne rate jamais. À l'intérieur de l'enceinte, l'ambiance est déchaînée. Prestations d'artistes vedettes, présence de célébrités mondiales, des paniers à foison entre l'équipe hôte, l'AS Ville de Dakar, et les Cap-Verdiens, des Creole Stars. Le public est servi. Ici, c'est autre chose. C'est comme les États-Unis, c'est comme l'Europe. Vraiment, c'est extraordinaire. Vous avez vu même. L'ambiance est grandiose, vraiment. Chapeau, on dit chapeau à la balle. La balle, fruit d'un partenariat entre la NBA et FIBA Afrique, s'est rapidement imposée ces 5 dernières années comme l'un des plus grands rendez-vous sportifs du continent. La croissance en termes de nombre de supporters dans nos arènes, chaque année, il y a 3 ans, c'était 70 000, l'année dernière, c'était 120 000. Je suis sûr que cette année, on va dépasser ces chiffres. Nous sommes
encore une fois, encouragés, hyper excités pour ce que cette saison 5 va nous amener. Au plan sportif, l'AS Ville de Dakar, hôte de cette conférence de la Basketball Africa League, espère faire partie des 8 meilleures équipes africaines qui se donneront rendez-vous au mois de juin à Pretoria pour les playoffs de cette 5e édition de la BALA. Et on continue à parler sport avec la célèbre course cycliste Liège-Bastogne-Liège. On va s'attarder sur la course des femmes. Coup de projecteur sur la Mauricienne Kim Lecourt et sa performance. Elle est devenue la première africaine de l'histoire à remporter une Classic World Tour. La cycliste de 29 ans évolue dans l'équipe belge AG Insurance Soudal. Je vous propose d'écouter sa réaction. Je ne connaissais pas ma position jusqu'au sprint et là j'ai juste appuyé fort sur les pédales sans regarder derrière. Je crois que j'ai vu la roue de Puck, mais oui, je ne me suis juste pas arrêtée jusqu'au bout. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci aux correspondants et merci à vous pour votre fidélité.